Très bien. Hop. Philippe Gabillier, première. Bonjour Philippe Gabillier. Bonjour. Je vous connais sans doute comme beaucoup de monde pour avoir vu votre vidéo sur la chance, qui est une vidéo qui date un petit peu. Qui date un peu. Hein. Qui date un peu. Qui est dans ce bureau peut-être? Non, c'était dans un bureau que j'avais à un autre étage à l'époque, mais elle date quand même, je me souviens extrêmement bien de la date où elle a été enregistrée, qui était octobre 2006. Oui, Donc ça va faire 12 ans et c'était drôle, c'était une vidéo qui n'avait jamais vocation à être diffusée puisque c'était un essai pour une maquette de blog. Donc c'était un essai totalement technique et qui est devenu, qui a fait un buzz sur Internet, ce qui est toujours assez drôle. Un succès fulgurant. Voilà. Pour ceux qui nous regardent et qui n'ont pas la chance de vous connaître, donc vous êtes professeur à l'ESCP. Voilà, je suis professeur à ESCP Europe, donc qui est une école de management qui nous reçoit aujourd'hui, et j'enseigne la psychologie sociale, la psychologie du travail. Voilà. Et alors, vos activités aussi, enfin, je ne sais pas si c'est personnel ou c'est dans le cadre de l'ESCP, mais en tout cas, les thèmes de la chance, de l'optimisme. Ah oui. Moi, j'ai fait, c'est des thèmes sur lesquels je travaille, voire même sur certains où je me suis engagé depuis pas mal d'années. C'est ça, vous avez été président. J'ai fait partie, enfin, je suis l'un des fondateurs et je suis toujours le porte-parole de la Ligue des optimistes de France, qu'on avait créée en 2010 avec Jean d'Ormesson, Éric Orsena, Éric-Emmanuel Schmitt, Mathieu Ricard et d'autres, quoi. Et qui aujourd'hui est une association qui a... nous, on a un outil de mesure qui est notre newsletter, l'abonnement à notre newsletter hebdomadaire, qui s'appelle la Lettre Optimiste. Et on a aujourd'hui 35 000 membres qui reçoivent tous les lundis matins la Lettre Optimiste dans leur boîte aux lettres. Donc on peut considérer que nous avons une petite responsabilité dans le regain d'optimisme que connaît la France depuis quelque temps. Ah non, pas douter. Donc je vous invite à vous inscrire à la newsletter de l'Optimiste. D'autant plus on va sur Internet, Ligue des Optimistes de France, et l'inscription à la newsletter est totalement gratuite. Voilà, il n'y a pas de raison de se priver. Bon, très bien. Voilà. Alors, c'est exactement le sujet qui m'intéressait parce que donc moi, comme je vous l'ai expliqué avant de vous rencontrer, mon sujet, je ne vais pas dire ma marotte parce que ce serait une marotte discutable et curieuse, mais mon sujet régulier, c'est la rupture amoureuse et le thème de la chance et de l'optimisme à tout prix. Enfin, à tout prix, c'est moi qui le dis, c'est pas vos mots, mais l'optimisme dans un contexte de rupture, c'est quelque chose sur lequel je voulais vous faire intervenir parce que il y a cette dimension de prophétie autoréalisatrice, un côté, je suppose, méthode Coué, mais c'est vous qui allez nous le dire, enfin, c'est ce que j'avais retenu de votre vidéo sur la chance, qui était qu'on pouvait provoquer sa chance. Et alors ça, c'est quelque chose que quelqu'un en situation de rupture amoureuse va avoir du mal à entendre, puisque forcément, que ce soit la chance ou l'optimisme, quand on vient de se faire larguer, pour reprendre l'expression populaire, c'est quelque chose qu'on peut avoir du mal à entendre. Alors qu'est-ce que ça vous inspire et comment... Oui, enfin, la personne n'a pas de mal à l'entendre. Elle a du mal à faire un lien entre ce qu'elle entend et ce qu'elle ressent, ce qui n'est pas tout à fait quand même la même chose. L'entendre, on peut très bien l'entendre, mais c'est le digérer, l'admettre, qui va être un peu plus compliqué. D'autant plus que la caractéristique de la rupture amoureuse, c'est que ça fait partie des accidents de la vie. En tout cas, ça peut être vécu comme étant l'accident de la vie, surtout quand on n'a pas vu venir. Si ce n'est qu'en toute objectivité, mais la caractéristique de celui ou de celle qui la vit, c'est qu'il n'est pas objectif. Mais que la rupture amoureuse reste, qu'on le veuille ou non, un accident de la vie mineur. Par rapport à quelqu'un qui vient de perdre un enfant, par exemple, par rapport à quelqu'un à qui on vient d'annoncer qu'il ne marchera plus jamais, parce qu'il a eu un gros accident, par rapport à quelqu'un qui ou est ruiné ou mettra les 30 prochaines années à rembourser l'argent qu'il devait, une rupture amoureuse, c'est quelque chose qui, en une fraction de seconde, par une belle opportunité, peut se trouver renversé en termes de signification, ou pas, mais c'est possible. Alors que non, un enfant qui est mort ne reviendra jamais. Ouais. Un gars qui est tétraplégique, la technologie peut-être dans le futur l'aidera, mais bon. Donc vous voyez, c'est un accident de la vie, comme d'ailleurs beaucoup, qui est essentiel pour celui ou celle qui le vit à l'instant T, mais qui effectivement est effectivement un accident de la vie qui ferme un champ des possibles qu'on avait, mais qui ne ferme pas, en tout cas, il n'y a rien d'objectif qui ferme le futur. Je crois que ce qui est souvent d'ailleurs, après c'est un autre débat, mais philosophiquement, je serais tenté de dire que l'une des choses, pas la seule, mais l'une des choses que l'on regrette dans une relation amoureuse qui est morte, c'est l'avenir qu'on croyait qu'elle avait devant elle.
Il y a quelque chose, je dirais, qui effectivement... et ce n'est pas ce qu'il y avait d'ailleurs cet avenir, qu'on pensait qu'il y avait cet avenir, qu'on le ressentait très profondément, qu'on investissait dans cette relation, qu'on était prêt d'ailleurs parfois à accepter les imperfections de l'autre, qu'on négocie sur ses propres imperfections, etc. Donc la relation en fait amoureuse très forte, elle est à la fois nourrie par des événements, des vraies expériences positives, et puis une anticipation de quelque chose. Et c'est vrai que dès l'instant où la rupture a lieu, quel que soit celui ou celle qui est à l'initiative de la rupture, c'est d'abord un futur qui, non seulement un futur à deux qui disparaît, et un futur à soi qui, brutalement, pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, parfois peut-être quelques années, ce futur de soi sans l'autre devient totalement incertain. Donc on est face à une vraie problématique d'anticipation, et c'est aussi pour ça qu'on peut être amené à parler d'optimisme et d'opportunité, puisque on est sur des systèmes, vous voyez, cognitifs qui renvoient toujours à de l'anticipation. Il ne s'agit pas d'ailleurs de... Je dirais, moi je suis toujours été fasciné de voir par certains de mes amis anglo-saxons, quoi qu'il arrive dans la vie, il faut positiver. Mais je suis navré. Positiver, c'est un non-sens. Quelqu'un qui vous dit « je vais vous apprendre à positiver votre rupture amoureuse », je dis « dans ce cas c'est super, parce que si vous arrivez à la positiver, ça veut dire que, bon, c'était peut-être pas aussi grave que ça. » Il y a des choses qui sont très difficiles à positiver. Positiver, le principe anglo-saxon du « what's good about it », mais parfois, quelqu'un qui vient de se faire larguer, oui, ben alors, cher ami, what's good about it, il va dire, écoutez, là, comme ça, sincèrement, je vois pas, quoi. Je ressens pas, quoi. Mais c'est ça. Et alors là, vous avez, comment dire, vous partez sur la piste qui est que on parle de l'optimisme de quelqu'un qui considérerait que sa rupture est derrière soi. Alors ça, ce serait l'optimisme finalement que vous avez très bien décrit. Et alors, moi, ce qui me paraît... c'est aller un peu vite en besogne, dans le sens où quelqu'un qui vient de subir sa rupture va en général avoir un optimisme qui est un peu différent, qui va être celui de se dire que c'est pas complètement terminé. Et du coup, pour le dire simplement, avoir l'espoir que son ex revienne. C'est-à-dire que vous basez votre raisonnement sur l'idée que, bon ben voilà, ça c'est acté et la rupture est consommée, donc qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Ça peut être un de ces cas-là. Cela dit, on peut effectivement être sur cette idée que l'autre peut être reconquis ou reconquise, qui est effectivement une option. Et c'est vrai que l'optimisme, de ce point de vue-là, est une espèce de modalité d'appréhension de la réalité qui va effectivement me projeter dans une anticipation positive. Bon, pourquoi pas, à la limite, hein. Si ce n'est que qu'est-ce qui différencie dans le fond les situations de la vie, mais même en sortant de l'aspect vie amoureuse, hein, quelles sont les situations dans lesquelles l'optimisme fondamentalement est dangereux? Il va trop loin. Bon. On est confronté à des situations où l'optimisme n'est plus de mise chaque fois qu'on vit quelque chose qui présente deux caractéristiques en même temps. Dans la situation que je suis en train de vivre en ce moment, je suis face à un risque vital, ou du moins face à un risque pour quelque chose que je considère moi comme vital. Oui. On peut dire, quelqu'un qui vous dit, si cette femme ne revient pas vers moi, j'aurais raté ma vie. Bon, on est face à un risque vital, en tout cas perçu comme tel à ce moment-là. Donc, vous me direz, mais ce n'est pas parce qu'on est face à un risque vital qu'il faut être pessimiste. Non, justement, c'est pour ça qu'il y a un deuxième critère. Le deuxième critère, qui est pour moi le critère clé, c'est le critère de maîtrise et d'influence. C'est-à-dire que si je suis en même temps, si je pense être en même temps face à un risque vital, si je me plante ou si j'échoue, et en même temps, je n'ai pas la main, c'est que ce n'est pas moi qui ai la main, là, attention, l'optimisme, dans ce cas-là, devient une illusion positive qui peut être dangereuse. C'est-à-dire que il existe une forme d'optimisme dangereux, par exemple, c'est l'optimisme des gens qui vous disent « oui, mais moi, de toute façon, je fume,
je mange que du porc et du gras de porc, j'ai un cholestérol qui est à 4, etc. Mais bon, j'ai une famille de centenaires, moi, monsieur. Voilà. Donc là, c'est sympa, si ce n'est qu'on est face à un risque vital, vital pour la santé, pour le bien-être, etc. Et on est face à quelque chose qu'on ne maîtrise pas, puisque on laisse sous-entendre que ça devrait bien se passer. Et on considère, ça c'est un champ de recherche colossal hein, en psychologie sociale, que l'optimisme comparatif, qui fait qu'il y a un espèce de biais cognitif, qui fait que on pense toujours qu'on a moins de chances que les autres d'avoir un accident de bagnole, on a moins de chances que les autres de choper un cancer, que ça arrive qu'aux autres. Ça arrive qu'aux autres. Ouais. Mais c'est un biais cognitif. Et vous avez quelques personnalités au contraire, mais qui sont des personnalités parfois avec un brin de... Il y a petite fumée dépressive derrière, qui sont au contraire des gens qui en permanence s'attendent à ce que ça se passe mal pour eux. Mais c'est rare. Hein, la majorité des personnes, en fait, ont toujours tendance à avoir des biais face à des situations que pourtant ils ne maîtrisent pas, à avoir un biais d'optimisme. Quand on est face à une situation qu'on maîtrise, c'est-à-dire qu'ils ont dit, attends, j'ai la situation bien en main, je peux faire quelque chose, voire même d'ailleurs, je décide, ça marchera ou ça ne marchera pas, mais je décide d'en faire un projet. Reconquérir cette personne que j'aimais et qui m'a abandonné, j'en fais un projet. En soi, c'est plutôt sain. Simplement, à un moment ou à un autre, l'emballement du projet passé va bien être nécessaire de dire, j'en fais un projet jusqu'où ? Oui, oui. Parce que, vous voyez, j'insiste. Et c'est là où on retrouve le lien qu'il va y avoir entre cette logique d'optimisme, qui est qu'un élément parmi d'autres, hein, qui est pas... C'est pour ça que l'optimisme en tant que tel, c'est pas sacré. Hein. Si on n'avait pas en nous, en permanence en nous, un optimiste intérieur et un pessimiste intérieur ça serait pas intéressant. En revanche, là où on rejoint l'idée d'opportunité et de chance, c'est à partir d'un constat qui est extrêmement simple. Prenons une situation qu'on peut comprendre. Vous avez quelqu'un s'est fait, il y a eu une rupture, quelqu'un s'est fait larguer par quelqu'un. Bon, un monsieur s'est fait larguer par une dame, très bien, qu'il adorait, très bien. Et il entreprend de la reconquérir. Le projet est là, je vais tout faire pour. Bon, factuellement, par rapport à ce projet, il y a deux possibilités. Ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher. Grosso modo, ça peut bien se passer ou ça peut mal se passer. Même ça, c'est un point de vue. Mais, dans tous les cas, il va se passer quelque chose. Et je pense que je saurais en faire quelque chose aussi. Et c'est ça, l'idée, en fait, où on passe de l'illusion à l'optimisme, à partir du moment où on se dit, voilà, je me donne un cadrage de projet, par exemple, je vais tenter le coup. Je me donne 6 mois. Voilà. Mais de toute façon, même si ça ne marche pas, vu l'énergie que je vais mettre là-dedans, mais ça va me donner l'occasion de toute façon. D'abord, je vais aller m'intéresser à des choses, je vais lire des trucs, je vais peut-être en parler à des gens, et en parlant à des gens qui sont des amis, ça va peut-être aussi me remettre les idées en place. Si ça se trouve, je vais être amené à rencontrer des gens qui ont vécu la même chose que moi, ou qui... Donc, de toute façon, dès l'instant où je suis sur un projet, de quelque nature que ce soit, et que ce projet aboutisse ou pas, il va se passer des choses, je vais créer les conditions pour que des choses se modifient dans mon écosystème. C'est toujours mieux que l'inertie. C'est toujours mieux que l'inertie. C'est-à-dire qu'on est dans cette idée c'était Aldous Huxley, hein, le philosophe britannique, qui disait ça. Il disait, vous savez, la vie, c'est pas ce qui vous arrive. La vie, c'est ce que vous allez faire avec ce qui va vous arriver. C'est-à-dire que on est dans une logique de travail sur le réel. Et c'est ça qui est très important, c'est qu'il y a la caractéristique de l'optimisme, c'est que c'est une posture qui est faite pour retraiter le réel. L'illusion a assez peu de place, en fait, là-dedans, quand on regarde bien. Ou alors, c'est... et même, vous avez parlé tout à l'heure de la méthode Coué. Attention, hein, on a la méthode Coué, la vraie, c'est quelque chose qui est particulièrement puissant, parce que ça nous montre deux choses. Ça nous montre d'abord la puissance de l'autosuggestion sur un individu, qui peut être colossal, hein, qui peut vraiment redonner des forces physiques, etc. Ça nous apprend aussi une chose. Tous les travaux de Coué montrent par exemple que, et ça c'était un des premiers enseignements très, très empiriques de ce qu'il avait écrit, c'était qu'en fait nous passons notre temps, en particulier dans des situations un peu, vous voyez, difficiles, compliquées, challenging, bon, notre imagination et notre volonté n'arrêtent pas de se bagarrer. Il dit, le problème, c'est que le cerveau humain est fait de telle façon que lorsque l'imagination rentre en conflit avec la volonté,
c'est pas toujours l'imagination qui gagne. Parce qu'en fait, elle est beaucoup plus puissante. Ouais. Les émotions qu'il y a derrière, que ce soit la peur, la colère, la tristesse, machin, elles sont plus puissantes. Le mental, le cognitif, la rationalité, je dirais, a un impact, mais qui a beaucoup de difficultés à lutter contre l'affect, quoi. Et alors, justement, quelqu'un qui est dans cette situation, mon père, pour blaguer, a coutume de dire qu'un pessimiste, c'est un optimiste qui a de l'expérience. Et alors, si on voulait renverser la proposition en disant l'optimiste, c'est un pessimiste qui a, je ne sais pas quoi, rayé la mention inutile, comment est-ce qu'on peut proposer à quelqu'un, justement, qui est dans une situation, dans un espèce de marasme affectif, pour arriver à renverser la vapeur un peu mécaniquement et à se dire, voilà, à partir de maintenant, je passe en mode optimiste. Ça serait super, quoi, hein, si le psychisme humain fonctionnait comme ça serait formidable. Seulement, c'est pas possible. On peut pas. Il n'y a pas de... on peut pas se forcer. On peut pas se forcer à être optimiste. C'est pas... Non, ce qu'on peut en revanche, et d'ailleurs en plus, on peut d'autant moins se forcer à le faire que si on est tout seul. C'est-à-dire que la caractéristique de la mécanique, c'est qu'il existe beaucoup de situations de la vie où, pour pouvoir faire ce passage entre voilà ce qui m'arrive, qu'est-ce que je pourrais essayer d'en faire, ce passage-là va nécessiter des passeurs, donc des tiers. Le meilleur ami, un parent, un frère, une sœur, ou un professionnel, éventuellement. Bon. Mais l'idée selon laquelle le sujet aurait la capacité par lui-même à se sortir d'eux, c'est vraiment un non-sens. C'est-à-dire que je vous donne souvent cet exemple-là, vous prenez l'homme le plus fort du monde, mais vraiment le plus fort du monde, la baraque. Bon. Ce type, généralement, s'il est le plus fort du monde, ça sera un homme. Ça fait partie, je dirais, des rares, logiquement, pour ce qu'on en sait aujourd'hui biologiquement. Bon. Il aura beau être le plus fort du monde, il s'attrape comme ça par le col, il essaie de se soulever, il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. C'est-à-dire que nous ne sommes... L'être humain, on n'a pas d'exemple, si vous voulez, d'un système qui puisse se penser lui-même. Donc, notre cerveau, il a des capacités, mais le fait de se mettre à distance de soi-même, par exemple, pour se regarder fonctionner et donc prendre par rapport à soi... Non. En revanche, ce qui est vrai, c'est que la question qu'on peut poser à quelqu'un qui serait dans une situation de grand pessimisme après une rupture, il va falloir aller regarder ce qu'il y a autour de lui. Parce que voilà, là, pour le coup, il faut revenir à l'éthologie, à l'anthropologie. Vous et moi, et tous les gens qui nous écoutent, on a des points communs, inattaquables. Depuis qu'on est né, nous tous, on vit dans un écosystème. Des lieux, des situations, des gens. Bon. On est entouré, en fait, de lieux, d'objets, de gens, et tout ça est en interaction dans des situations. Tous. De même, on a un point commun, c'est que nous tous, depuis qu'on est tout petit, on vit en interaction avec autrui. On passe notre temps à échanger des données, du symbolique, des machins avec les autres. Bon. Et puis il y a nous, en tant que... La seule façon qu'on connaisse aujourd'hui, en tout cas dans les sciences du comportement, pour changer quelque chose en soi, alors changer en soi, c'est je voudrais changer mes perceptions de la situation, je voudrais changer ce que j'éprouve dans telle situation, je voudrais changer... Chaque fois qu'on veut changer quelque chose en soi, la volonté seule, ça ne fonctionne pas. Vous avez beau vous accrocher à la table en disant, voilà, je ne veux plus croire à ça. Je ne veux plus que telle situation me fasse du mal. On a beau faire ce qu'on veut, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut se changer soi-même qu'en passant par l'écosystème. Il faut se dire, pour changer aujourd'hui mes croyances, essayer de changer mes croyances, mon état d'esprit, etc., il faut que je change quelque chose autour de moi. Il faut peut-être que je déménage. Il faut peut-être que je réorganise mon appart. Il faut peut-être que je change dans mon agenda, sur mon iPhone. Je vais changer mes rituels. Je ne vais pas arrêter de fréquenter toujours le même bistrot au même moment à telle heure. C'est peut-être le moment ou jamais, tiens, pour reprendre, pour rappeler, comme ça, pour prendre un café, ce vieux pote de fac, on s'est recroisé vite fait sur LinkedIn, tout ça, puis en fait, on n'a jamais été jusqu'au bout. Peut-être le moment ou jamais de... En tout cas, faire quelque chose. Je ne dis pas que ça marchera. Mais sûr, c'est que... Faire la même chose entraînera les mêmes conséquences. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand quelqu'un veut changer, si vous voulez que les choses changent,
commencer par changer quelque chose. Or, on ne peut pas se changer soi-même, on ne peut pas changer ses croyances par l'effet de la volonté, ça n'existe pas. Je peux en revanche changer mes interactions avec autrui. Je peux changer le rapport que j'entretiens avec mon environnement, mon lieu de vie. Je peux changer les rituels, je peux changer certaines habitudes. Je peux, dans des situations qui me font de la peine, par exemple, la situation, vous savez, quand vous avez des thérapeutes qui vous disent, des gens qui traitent des grands traumatismes. Et oui, mais j'ai peur parce que vous savez, ce qui m'est arrivé, je ne veux pas l'oublier. Je veux pas... Et un thérapeute qui connaît son métier vous dira, mais attendez, monsieur, madame, je vous dis simplement que vous avez vécu quelque chose qui, aujourd'hui, en vous, est ancré comme un trauma. Vous avez perdu un enfant, vous êtes fait larguer par la femme de votre vie ou l'homme de votre vie, vous avez eu un accident grave. C'est un trauma. On va travailler ensemble et simplement, ce trauma, qui est une vraie réalité, on va le transformer en quelque chose. En quoi? En un souvenir. C'est-à-dire en quelque chose auquel vous pourrez avoir un accès mental, vous vous en souviendrez, mais vous ne ressentirez plus la même chose. Donc, au contraire, c'est vraiment un travail qui est un travail. On va essayer de désinvestir, et un thérapeute qui connaît son métier, je pense en hypnose par exemple, il y en a des tas d'autres, on va désinvestir de cet événement-là, de façon à ce qu'on vous le neutralise, il sera toujours là. Il fait partie de vous, de votre histoire, comme un vieux truc qu'on met à la cave. Ça vient de l'histoire, c'est dans mon grenier, c'est à la cave, c'est archivé. Mais en revanche, avec ça, je vais me récupérer de l'énergie qui me servira pour la seule chose qui compte, c'est ce qui vient après. Parce que, après, fondamentalement, moi, je suis un type d'une... Comment vous dire? Mon rapport au réel, il a toujours été extrêmement clair. Une vie humaine, allez, on va dire une belle vie humaine, belle vie, 90 ans. Mon camarade Jean d'Ormesson nous a quittés à 92. 90 ans, plutôt en forme, factuellement, c'est 33 000 jours. C'est 750 000 heures, vous pourrez vérifier. Donc le temps passe, quoi. Et la vie est beaucoup trop courte, à un moment donné, pour s'attarder sur les choses auxquelles on ne peut rien. Alors après, la question par rapport à notre sujet à nous, c'est de savoir, je suis aujourd'hui dans une situation, est-ce que j'y peux quelque chose? Vous savez, je parle de l'optimisme. Le gars qui a inventé la théorie de l'optimisme, enfin, qui l'a inventé, le grand chercheur sur l'optimisme dans le monde, il s'appelle Martin Seligman. Et il avait émis une hypothèse dans les années 90, disant en fait, ce qui fait que quelqu'un fonctionne de façon optimiste, c'est la façon dont il explique les choses qui lui sont arrivées. En particulier, si elles ne sont pas agréables. Ouais. Et il nous dit voilà, vous voyez, si vous vivez une situation difficile, prenez un exemple au hasard, vous avez été quitté par quelqu'un. Seligman nous dit, vous avez 3 critères, votre cerveau a besoin, par rapport à cette situation-là, de trouver d'urgence 3 réponses à 3 questions. Première question, d'où ça vient? C'est-à-dire, c'est moi ou c'est l'autre? C'est ma faute, c'est ma responsabilité, ou c'est la malchance? C'est la fatalité? C'est l'autre qui? Voilà. Donc ça vient de moi ou ça vient de l'extérieur? Première question. Il faut que mon cerveau trouve une réponse à ça. Hein. Même si elle est simplificatrice, mais tant que je n'ai pas la réponse à ça... Elle peut changer dans le temps, en plus. Elle peut changer. Mais en tout cas, il faut en trouver même une temporaire, parce que sans ça, le mal-être va s'imposer. La deuxième, c'est un accident ou ça a vocation à se répéter? Moi, j'ai un gars comme ça, un jour, un de mes copains qui m'a dit, tu sais, il me dit, je ne sais pas comment t'expliquer ça, j'ai toujours été trahi. C'est Jean d'Ormesson qui avait cette jolie phrase, il commence un de ses romans avec cette phrase, il disait, ce que les femmes ont toujours préféré chez moi, c'est me quitter. Alors, c'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui c'est arrivé une fois? Voilà, j'ai toujours eu une belle vie, hein, et voilà, là, dans cette affaire-là, ça a mal tourné, c'était jamais arrivé avant, je ne vois pas pourquoi ça arrivera après, mais voilà. Puis d'autres qui vous disent, au contraire, comme d'habitude, ça y est, c'est chaque fois ça. Et puis après, donc, vous allez avoir, donc, c'est moi ou c'est pas moi, c'est un accident ou au contraire, c'est durable. Et puis après, vous avez le truc le pire, c'est la généralisation. La généralisation, c'est la personne qui va vous dire, la personne qui va spécifier va vous dire, attendez, voilà, il m'arrive un truc qui est l'horreur absolue, je viens de me faire larguer par mon épouse m'a quitté, ma copine s'est barrée, c'est bon. Alors à côté, heureusement, il y a des tas de choses qui vont bien, mais là c'est dur. Ça, je spécifie. Et puis vous avez le gars qui va généraliser, qui va dire, de toute façon, moi je suis un mec, elle s'est barrée, mais de toute façon, elle s'est barrée. Je me demandais d'ailleurs qu'est-ce qui est arrivé en premier, d'ailleurs. Elle se barrait ou j'allais me faire virer de la boîte où je suis? Parce que de toute façon, quand ça va pas, quoi. En ce moment,
les emmerdements volent en escadrille, quoi, hein, comme disait le président Chirac. Quoi. Donc voilà. Donc, donc Seligman nous dit, si on commence à dire 1, c'est moi, 2, ça va durer, et 3, je généralise, je suis dans un modèle qui est un modèle pessimiste. Alors que l'optimiste, il sera furieux, hein, ou il sera triste même de ce qui lui arrive. Mais il vous dira, bon, j'étais qu'une des deux moitiés de l'histoire, j'espère que c'est un accident, et heureusement, il y a pas mal de trucs qui vont bien dans ma vie. C'est pas avec ça qu'il sera plus heureux, mais le moyen, la paroi sur laquelle on va s'accrocher pour pouvoir redémarrer, elle va devoir partir de là. Parce que je ne peux affronter quoi que ce soit, et je vous prenais l'exemple de la maladie ou du deuil qui est, je dirais, ce que j'appelle moi le deuil qui n'arrive pas à son heure. Perdre ses parents, c'est terrible. Mais ils ont fait leur vie, etc. Ils meurent toujours trop jeunes. Mais bon, perdre un enfant, c'est une vraie catastrophe. La personne à qui ça arrive, elle vivra toujours avec ça. Mais elle ne pourra commencer à se reconstruire que dès l'instant où elle va se dire, voilà, il m'est arrivé ça, qu'est-ce que je peux en faire? Si ce n'est pas pour moi, que ce soit pour les autres. Si ce n'est pas pour les autres, que ce soit pour la société. Ce qui explique pourquoi est-ce que beaucoup de gens derrière vont s'investir, vous voyez, dans les associations, voilà, pour faire quelque chose de ça. Et ce qui est le plus dangereux, c'est quand en fait on enquiste. C'est-à-dire qu'on ne fait rien de sa douleur, on se la garde et on attend comme ça qu'elle passe. Alors ça peut passer ou pas. Mais dans ce que vous avez dit, il y a quelque chose que je prends le risque de répéter parce que ça me paraît hyper important, c'est le fait qu'on puisse être à la fois optimiste et triste. Ah oui. C'est-à-dire que il ne faut pas confondre, quoi. C'est pas parce qu'on est dans un état triste qu'on ne peut pas avoir une attitude optimiste. Et je dirais, vous avez un grand nombre d'intellectuels qui sont des pessimistes très très gais. Sioran était un marrant, et les gens qui ont vécu avec Schopenhauer, qui était quand même le grand philosophe du pessimisme, vous disent que dans le fond, le type, il aimait bien boire, voilà, il était un peu cynique, bien évidemment. Il y a un cynisme. Mais il y a un dicton qui dit que le rire, c'est l'élégance du désespoir. Oui, et d'ailleurs, on va même plus loin que ça, puisqu'on a des travaux en psychopathologie qui montrent que les structures de personnalité très optimistes sont très probablement des structures de personnalité qui, au départ, sont des structures dépressives qui ont muté. C'est-à-dire quelqu'un qui, en fait, va passer sa vie à lutter, de façon tout à fait délibérée, hein, contre une tendance intérieure très puissante à une vision pessimiste du monde. Donc oui, ça n'a rien à voir avec l'état d'âme. Souvent, les gens confondent un mode de pensée et une humeur. Je crois que c'était Éric Emmanuel Schmitt, le romancier, qui disait souvent quel dommage que l'optimisme soit si souvent confondu avec sa caricature. C'est-à-dire qu'un optimiste devrait être quelqu'un qui est toujours souriant, bonne humeur, la banane, l'énergie, et le pessimiste devrait toujours faire la gueule, être triste. Mais bien sûr que non. Et ça, c'est super décomplexant et très déculpabilisant pour les gens qui traversent justement une étape et qui confondent ça avec du pessimisme. Simplement, la caractéristique, si on essaie de trouver des caractéristiques propres à l'optimisme, l'optimisme, pour le coup, quel que soit par ailleurs son état d'âme, est quelqu'un qui va faire une démarche sélective, et soit seul, soit il va être aidé à faire ça, mais en tout cas, il va être prêt à un moment donné à rentrer dans une logique de sélection des informations autour de lui. Ce que j'ai vécu est terrible. Bon, ok. Qu'est-ce qui me reste de génial dans ma vie? Voilà. Donc, il y a un truc qui était essentiel pour moi, plam, qui a explosé en vol. Bon. Et j'ai pas dit mon dernier mot. Mais pour l'instant, c'est pas ça. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste, il y en a, il vous dit, il me reste la santé, des potes, j'ai des choses qui me passionnent à côté, etc. Et c'est comme n'importe quel choc, quoi. Hein. C'est-à-dire que la rupture, c'est un deuil, donc il faut laisser quand même un petit temps pour que ça digère, mais il faut bien comprendre que Homo sapiens est fait, depuis la nuit des temps, pour encaisser les emmerdements graves. C'est la survie, hein. Voilà. Donc on est bâti comme ça. Ouais. Et donc de même, voilà, le corps humain, la métaphore de notre corps elle-même, est fait pour cicatriser. Si mon corps ne cicatrise pas, c'est qu'il y a un truc dans le sang qui ne va pas, quoi. Il y a un truc qui ne va pas. Hein. Et il y a effectivement des gens qui ont une espèce d'hémophilie de l'âme. C'est-à-dire qu'ils cicatrisent jamais. Et quand on cicatrise jamais, ça devient, effectivement, une problématique qui peut être philosophique, théologique, ou psychopathologique. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que la façon normale de fonctionner
d'un être humain depuis la nuit des temps, c'est de résister à quasiment tout, voire à l'horreur ultime, et d'en faire quelque chose, et de continuer à vivre, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on est fait, le vivant est fait pour gagner. C'est-à-dire on est fait pour être vivant. La logique générale de Homo sapiens, c'est on est fait pour être vivant, pour créer des relations avec les autres, et pour continuer, coûte que coûte, jusqu'à la fin, d'avoir le sentiment de grandir. Quand ces éléments-là commencent à patouiller, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Alors ça peut être aussi lié parfois à l'âge, c'est-à-dire que voilà, l'âge fait que la personne pense que sa vie est derrière elle, ok, mais là, c'est quelqu'un qui arrête de se battre, du coup. ou quelqu'un qui va arrêter de se battre. Mais autant ça, je dirais, on peut le comprendre, on peut le regretter, mais on peut le comprendre à 80, 90 ans en EHPAD en fin de vie, à 30 ans ou 40 ans parce que son copain ou son mari s'est barré. Alors après, il y a des situations économiques aussi. Il y a des gens qui vont vivre très fort. La rupture va être vécue sur un multiple truc. Psychologiquement, bien évidemment, mais aussi économiquement. C'est des gens pour qui la rupture, au-delà du malaise que ça crée, vous êtes dans la vraie vie, il y a des gens, cette rupture va créer des contraintes, des douleurs matérielles très handicapantes, très créatrices d'un grand inconfort social. Vous avez des gens, le jour où il y a une rupture, c'est la perte aussi de liens sociaux autour, tout ce qui est avec. Donc c'est pas uniquement de l'affect. Et donc autant je peux admettre que reconstituer l'affect, ça sera peut-être compliqué, il faudra peut-être des mois, des années. En revanche, parfois il y a des choses qui étaient autour, il va falloir assurer quand même. Le réseau social. Hein. Quand on dit à quelqu'un, attendez, il faut que vous remettiez à sortir, quoi. Mais, ce que vous voulez, mais sortez. Faites quelque chose, allez voir des gens. Ah oui, mais je cherche personne. Mais c'est pas le problème. On s'en fout de ça. Le problème, c'est pas forcément. Vous cherchez pas pardon, mais il faut juste aller voir d'autres gens, quoi. Continuer à entretenir. Et parfois, d'ailleurs, c'est ça qu'on va avoir. Faire comprendre à un pote qui a eu un problème comme ça qu'on ne veut pas qu'il sorte pour le recaser. On veut juste qu'il sorte parce qu'il faut se changer. Ah oui, exactement, vous avez dit très bien, se changer les idées, aller vers autre chose. Parce que la caractéristique de l'opportunité de vie, une opportunité, elle nécessite de quelque nature, une opportunité d'affaires, une opportunité sentimentale, une opportunité intellectuelle, nécessite une disponibilité. Être in the mood for, quoi. Bon. Donc, celui qui vient de se faire larguer, on peut lui demander d'être in the mood for love. Hein, bon. Mais on peut lui demander d'être in the mood for life. Tu dis, attends, mon pote, la vie, c'est-à-dire le temps que tu as sur cette terre et que tu ne connais pas, il continue. Donc, là, il faut continuer à, coûte que coûte, tenter d'en faire quelque chose. Je crois que c'est Jean-Louis Savant-Schreiber, il y a 30 ans de ça, qui disait, on devrait, pour mieux vivre, on devrait supprimer un mot dans notre vocabulaire. On devrait supprimer le mot temps et le remplacer par le mot vie. C'est-à-dire la personne ne sait plus je perds mon temps, c'est je perds ma vie. Et quelqu'un vient vous prendre la tête, c'est pas écoute, tire-toi, tu me fais perdre du temps, c'est écoute, va-t'en là parce que là tu me fais perdre de la vie. Et là, le mec il se barre, il revient plus. Et donc on est vraiment dans une logique d'abord de perception. Et ensuite il y a un problème d'anticipation. L'optimiste, alors soit parce qu'il l'est naturellement, soit parce qu'il y a des gens qui l'ont aidé à le faire, c'est quelqu'un qui se dit je peux m'en sortir, ça peut s'améliorer, c'est jouable, je peux essayer. Alors après, cette anticipation, elle va être nourrie par des scénarios divers. L'optimiste vous dira, non mais de toute façon, je vais la reconquérir, tu vas voir. Ok. L'autre vous dira, non mais de toute façon, bon, ça mettra le temps qu'il faut, mais je ne resterai pas seul. De toute façon, je ne resterai pas seul, c'est pas possible. Ou bien, au moins, c'est vrai qu'on s'est mal quitté là, mais si déjà au moins on pouvait avoir une relation entre nous qui serait un peu apaisée, ça serait au moins déjà pas mal. Peu importe la façon dont on va anticiper, mais un optimiste vous dit, il y a des solutions, il y a un but, il y a un champ des possibles. Je vais essayer de limiter le champ des impossibles et essayer d'augmenter celui des possibles. Bon. Donc, une perception où on va d'abord essayer d'aller voir ce qui est le positif dans une situation, aussi dure soit-elle, anticiper que ça peut s'arranger, que certaines choses peuvent s'améliorer et s'arranger, et surtout, l'optimiste vous dit, rien ne se fera s'il n'y a pas action de ma part. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on est être, quoi. On n'est que ce qu'on fait. Je me donne toujours cet exemple qui m'a été donné par un de mes amis récemment, qui me disait, tu sais, Hamlet, qu'en fait, quand il dit « to be or not to be », c'est une figure poétique, quoi. En fait, ce qu'on devrait dire, c'est « to do or not to be ». C'est-à-dire, c'est faire ou ne pas être. C'est-à-dire que celui qui ne fait pas,
il s'interdit de devenir. Ou alors il deviendra un truc qui ne lui plaira pas. C'est ça l'idée. Et c'est sur ces sujets-là, comme vous dites, que ce n'est pas toujours évident de le faire soi-même dans son coin. On a toujours besoin d'un tiers. Surtout dans un contexte comme ça. Dans un contexte comme ça, il faut un tiers. Voilà. Et alors, bien sûr, le compliqué étant qu'il faut aussi possible avoir un tiers qui ne juge pas. Ce qui n'est pas toujours simple. Bon, j'admets. Pour ça, il y a des gens d'avoir plusieurs tiers pour faire la moyenne. Pour faire la moyenne aussi, tout à fait. Bon, mais écoutez, ça me paraît être une conclusion parfaite. Voilà. Et assortie d'un conseil en plus. Donc c'est très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous pour cet échange. Donc je vous suggère d'aller voir la vidéo sur la chance de Philippe, dont je vous mettrai le lien en description, et puis de vous abonner à la newsletter. Absolument. Abonnement gratuit, vous serez les bienvenus. Rejoignez la communauté des 35 000 optimistes qu'on a déjà en France, et communauté qui continue à se développer, à croître, à grandir. Voilà, pour faire grandir l'optimisme en France. Absolument. Merci. Merci à vous. Merci infiniment.